Épique, colossal, majestueux, Novak Djokovic remporte les Jeux Olympiques de Paris. J'ai vu officiellement Novak Djokovic remporter tous les grands titres du tennis. Il est le meilleur joueur de son époque. Le jeu est enfin officiellement terminé. Sacré finale, hein. Franchement, le premier set, meilleur set de la saison, meilleur match de la saison, je pense. Cette finale des Jeux Olympiques de Paris, on a énormément de choses à couvrir. Je vais vraiment faire une vidéo triple XL. Je pense qu'il faut rendre hommage à ce titre. À ce match, à ce qu'on a vu cet après-midi, c'était absolument colossal. Déjà un petit mot sur Novak, quoi. Un homme en mission. J'ai vu un gars, vraiment, le couteau entre les dents. C'était le Vietnam, le mec du début à la fin, il était dans son truc, il était locked in, il était vraiment en mission absolue pour remporter cette médaille d'or. Je vous le disais en preview de cette finale, c'était l'or ou rien. Il n'y avait pas de défaite possible. La défaite n'était pas envisageable pour Novak cet après-midi, ça s'est vu. On l'a vraiment ressenti, ça nous a parcouru le corps, si je peux me permettre, pendant l'ensemble de la partie. C'était pas une option. Voilà, c'était pas une option de perdre ce match. Je l'ai trouvé habité, mais comme rarement, quoi. Vraiment rarement vu comme ça, alors qu'on parle de Novak Djokovic. On est d'accord. Mais je l'ai rarement vu aussi férocement habité, quoi. Les points qu'il perdait, quand il remportait un point important, hop, il rebasculait. Il n'a pas vraiment essayé de jouer avec le public. Il était vraiment à fond, à 100% dans son truc, méga impressionnant. Et tout ça, dans un contexte sous très haute pression. On l'avait vu exploser à l'US Open en 2021, par exemple, contre un très bon Daniil Medvedev, alors qu'il pouvait faire le grand chelem calendaire. Là, il n'y a pas eu d'explosion, il était vraiment dans son truc. C'était sa dernière chance en plus, parce qu'on ne peut pas parler de Los Angeles à 41 ans. Ça aurait été complètement inimaginable de le voir gagner l'or à Los Angeles. Si ça se trouve, il va le faire en 4 ans. Mais la performance physique, la performance technique, tactique, la qualité au service, brutal, vraiment brutal. Il n'a pas baissé de niveau du début à la fin. Ça aussi, c'est un point important qu'on va détailler d'ici quelques instants. On est à 2h52 de match en 2 sets simplement. Donc ça a été un match colossal, un match immense entre les deux hommes. Alors le programme de cette vidéo, comme d'habitude, on va détailler la performance de Novak, la performance de Carlitos aussi, parce qu'il y a pas mal de choses à disséquer, je trouve, sur son match. Pourquoi il a manqué ces petits points essentiels qui lui ont fait perdre la rencontre. On va détailler également au niveau tactique, il s'est passé plein de choses intéressantes dans ce match. Mais avant ça, j'ai remarqué que vous étiez de plus en plus nombreux à regarder la chaîne, je vous en remercie. J'ai aussi vu que vous étiez 44%, malheureusement pour moi, à regarder cette chaîne sans être abonné. Alors évidemment, moi je suis pas abonné à toutes les chaînes que je regarde, bien sûr. Je comprends tout ça, mais pour une chaîne qui est encore petite, comme la mienne, on est à peine à 30 000 abonnés, c'est super important de le faire, de cliquer sur cet abonnement, même si voilà, vous mettez pas forcément la cloche, vous regardez pas toutes les vidéos, c'est pas grave, mais voilà, c'est très très important pour moi de continuer l'ascension. On va avoir l'été américain, il y aura les meilleurs moments de la fin de saison 2024, donc on va se régaler, je te le promets, mon très cher Goat. Et puis soutenez un petit artisan français, si je peux me permettre, parce que c'est vraiment moi qui fais tout à 100%, je me coltine tous les matchs, je regarde tous les matchs, c'est moi qui fais les montages, c'est moi qui fais les miniatures, c'est moi qui fais tout sur les réseaux sociaux, il n'y a pas d'équipe, c'est moi tout seul là dans cette pièce qui fait tout à 100%. Ok, ça c'est dit, je vous laisse avec un petit mot du sponsor de la vidéo, et vous allez le voir, ça peut être bien utile pour regarder du tennis. Cette vidéo t'est proposée en partenariat avec CyberGhost VPN. CyberGhost VPN te garantit 2 choses essentielles. D'abord, une navigation en toute sécurité sur internet, sur un Wi-Fi public ou chez toi. Tes activités sont entièrement cryptées, ce qui te protège du piratage. L'autre grande qualité de CyberGhost VPN, et la raison pour laquelle je l'utilise moi-même, c'est de faire sauter toutes les géo-restrictions. Si tu es à l'étranger, tu peux regarder des programmes uniquement accessibles en France, et si tu es en France, tu peux accéder à des programmes uniquement diffusés à l'étranger. En gros, en 2 clics, tu peux regarder du sport gratuitement en te connectant à un autre pays. Ça marche pour le foot, pour la Formule 1 et même pour le tennis. Tu peux également débloquer le contenu de 40 plateformes de streaming différentes et regarder par exemple des films et des séries Netflix uniquement disponibles aux États-Unis ou au Japon. Une autre astuce, c'est de t'offrir YouTube Premium pour simplement 1,50€ par mois en te connectant via une IP argentine, ce qui supprime toutes les pubs de YouTube et t'offre un accès illimité à YouTube Music. Évidemment, pas de collecte ni de partage de tes données et tu peux connecter jusqu'à 7 appareils en même temps avec un seul abonnement. Windows, Mac, iOS, Android et même les consoles de jeux vidéo, CyberGhost VPN est absolument partout et avec plus de 38 millions d'utilisateurs, c'est un VPN qui a largement fait ses preuves. Tu as en plus une garantie de remboursement de 45 jours et un support client 24h sur 24, 7 jours sur 7 en français. Que demander de mieux? Dans
le commentaire épinglé ci-dessous et dans la description, mon très cher Goth, CyberGhost VPN te fait croquer une offre exceptionnelle. C'est 2,03 € par mois, plus 4 mois offerts, ça représente 83% de réduction. L'offre, elle est irrésistible pour kiffer le sport cet été, alors fais-toi plaisir. Ok, retour à la vidéo et on va commencer avec le vainqueur de cette finale des Jeux Olympiques. Donc un palmarès plaqué hors désormais, Novak Djokovic qui a officiellement plié le game, terminé le jeu cet après-midi. C'est la fin du jeu. Novak est le joueur le plus accompli, c'est un sommet statistique qui a été accompli cet après-midi. Maintenant la question, et je pense que vous êtes peut-être certains à vous la poser, est-ce que ça fait de lui le GOAT? On peut se poser cette question maintenant, enfin je pense, après tous ces titres remportés. Et là évidemment, ça dépend de vos critères, ça dépend de ce que vous mettez en priorité. Est-ce que c'est les titres, les statistiques? Est-ce qu'on parle uniquement des statistiques? Est-ce qu'on parle de, par exemple, l'influence sur le jeu, l'impact, etc., etc. Qui a le plus changé le tennis? On peut mentionner Borg, on peut mentionner Roger Federer, on peut mentionner Ivan Lendl également dans cette course. Après, si on se contraint au pur palmarès, évidemment, Novak Djokovic est le joueur le plus accompli. Ce qu'on peut dire, en tout cas, avec une immense certitude, c'est que c'est le meilleur joueur de son époque, c'est le meilleur joueur du Big Three, c'est le meilleur joueur de tennis depuis les années 2000, ça c'est sûr et certain, là il n'y a pas de débat là-dessus, je pense que le débat il est officiellement clos à ce niveau, mais je pense quand même qu'il y aura une forme de malhonnêteté intellectuelle de comparer les générations, de comparer les époques, de dire par exemple Novak Djokovic est meilleur que Rod Laver, Novak Djokovic est meilleur que Pancho Gonzalez, Novak Djokovic est meilleur que Roy Emerson. Peut-être si quand même Roy Emerson, mais comparer les époques c'est impossible. Mais si vous pensez que c'est le meilleur joueur de l'histoire tout court et que c'est le plus grand joueur de l'histoire du tennis, bah vous avez des arguments. Vous avez des arguments pour défendre votre point de vue. En tout cas, c'est le style le plus efficace. Là, il a livré une partition qui a été quand même assez éblouissante. C'est surtout pour moi, ça c'est important, le meilleur mental. C'est un mental titanesque, c'est un mental ce gars, vraiment c'est d'une férocité, c'est implacable. Et vraiment j'ai eu cette sensation-là, et je répète ce mot, le mot mission, en mode commando presque sur cette finale, une capacité à se transcender, une capacité à gagner qui est sidérante, c'est un gars qui gagne. C'est Michael Jordan. Et c'est peut-être ça d'ailleurs le plus impressionnant, c'est trouver le chemin pour gagner, construire ce chemin, progressivement, pas à pas, point après point. Personne n'est capable de le faire mieux que Novak Djokovic. Novak Djokovic, c'est un géant absolu à ce niveau. C'est un guide, c'est une inspiration. C'est vraiment quelqu'un qui a ce talent, qui a cette faculté d'aller clutch le match, de le remporter, de le gagner. Alors, pour rappel, si on contextualise cette performance, c'est son premier titre de la saison simplement. C'est le premier top 10 qu'il bat cette saison au meilleur moment. Alors, certains me moquaient un petit peu, disaient « Mais pourquoi est-ce que tu oses dire, SV, que... Novak Djokovic a encore un grand titre dans la raquette, moi j'y crois plus du tout. » Bah la réalité c'est qu'il l'a remporté ce titre, il l'a eu, voilà, il a remporté les Jeux Olympiques. Je le sentais qu'il avait encore ça au fond du bide, au fond de la carcasse, et surtout, il a joué ce match en sachant que c'était le dernier grand match de sa carrière, c'est le match le plus important. Là, ce qui va se passer sur les 2, 3, 4 prochaines années, s'il continue à jouer, ça n'a plus aucune importance finalement, parce que Rafael Nadal ne remportera plus de Grand Chelem, donc il ne sera pas dépassé à 24 par cette génération-là. Personne ne remportera 25 Grand Chelem dans sa génération. Donc, ce qui arrive ensuite, là maintenant, c'est juste, entre guillemets, protéger ses records. S'il essaye de remporter l'US Open dans quelques semaines, c'est pour prendre un Grand Chelem d'avance sur Carlos Alcaraz. C'est ça en fait concrètement maintenant, le défi. Mais est-ce que c'est vraiment un défi? Est-ce que c'est vraiment encore tout à fait son combat? Là, en fait, il fallait terminer le Pokédex, mais maintenant, bloquer Carlitos, bloquer Sinner, bloquer ces gars-là pour aller remporter des Grands Chelems et éventuellement battre son record de Grands Chelems, ça peut rester une motivation, mais est-ce que ça va vraiment être suffisant? On peut se poser la question quand même. Ce match, en tout cas, c'est le meilleur match de la saison de Novak Djokovic, et j'ai envie de dire de très très loin. Alors certes, vous vous souvenez peut-être à l'Open d'Australie, quand il bat Adrian Manarino, très sèchement, il fait un super match, il est énorme, mais là on parle d'un grand match, dans un contexte sidérant, terrifiant, historique, dernière chance, The Last Dance, vraiment lui officiellement là-dessus sur ce match. Donc c'est ça qui est super impressionnant, on n'est pas du tout dans le même contexte que un match pour... avancer dans le tableau de l'Open Australie, c'est pas du tout la même puissance émotionnelle, la même puissance historique. Moi, ce qui m'a aussi sidéré dans cette rencontre, et la manière dont il l'a abordé, c'est son niveau de concentration. Son niveau de concentration sur ce match, à son âge, ne pas décrocher un seul instant de la partie, c'est fou. C'est absolument fou. C'est même presque incompréhensible. Parce que Novak, c'est le grand classique,
d'avoir un tennis sinusoïdal, de décrocher, pourquoi pas, au début du deuxième set, quand il remporte un premier set d'anthologie. Mais non, il n'y a rien eu tout ça, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ce moment, ce décrochage, les 2 doubles fautes consécutives, les 3 fautes directes consécutives. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça, il a vraiment fait un match d'anthologie, il a été hallucinant sur toute la durée du match, du début à la fin, du premier point au dernier point. Fantastique, fantastique. Vraiment, le physique n'était pas une donnée sur ce match. Il a 37 ans et des brouettes. C'est pas une donnée. C'est pas une donnée. Il est pas fatigué, il n'y a pas de physique dans ce match, il aurait pu jouer 17 heures. Ça fait 6 mois qu'il est à la rue physiquement. Et là, sur ce match, clic, bam, il appuie sur le bouton, bam, c'est Jésus en fait. Le gars, c'est Jésus. Pour redevenir sérieux quelques instants, performance inspirante, qui doit pousser tout le monde à s'élever. Tout le monde doit voir ça, et pas que Carlos Alcaraz qui était en face de l'autre côté du filet. Sinner, j'allais dire Shelton, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Shelton, mais tous les autres joueurs doivent penser à ça. Toute la nouvelle génération doit voir ça, doit voir ce gars qui est capable de se galvaniser. Avec, je répète, hein, c'est vraiment le niveau de concentration pour moi qui est le plus important dans cette partie, ça a été le facteur le plus déterminant. La question maintenant, c'est comment faire mieux que ça, comment apprendre de ça pour la nouvelle génération, parce que même un Carlitos qui est quand même très très loin de passer à côté de son match, on va en reparler d'ici quelques instants, bah ça suffit pas quoi. Donc Novak, monstre sacré du jeu, j'espère que vous avez kiffé ce match, même si vous n'êtes pas fan de Novak Djokovic, même si vous n'aimez pas forcément Carlos Alcaraz, là on avait en fait une friction, on avait un niveau de jeu qui était colossal, une tension. On a vu un premier set énorme, énormissime quoi. Énorme. C'était tout le tennis qu'on aime quoi. Justement, on va parler de Carlos Alcaraz maintenant, donc défaite cruelle. Ça peut rappeler à certains égards ce qui s'est passé à Cincinnati, c'est un scénario de match qui est différent bien sûr, c'était un enjeu qui était différent pour Carlitos, mais quand même il y a quelques ponts, je trouve, qu'on peut tracer entre cette finale à Cincy et cette finale des Jeux Olympiques. Mais moi, ce que j'ai ressenti, alors vraiment là c'est un point de vue sensoriel presque, c'est qu'il avait moins le feu au fond du bide que Novak. C'était pas une question de vie ou de mort pour lui. Évidemment, il voulait la victoire, il voulait la médaille d'or. On l'a vu, il a pleuré à la fin, ça l'a beaucoup touché, il voulait gagner. Bien sûr, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que il lui manquait le petit pourcentage, les 2% là. On les a vus sur certains points, un peu de gâchis, le 0 sur 8 sur les balles de break, il doit au moins prendre une balle de break. Même si Novak est à 0 sur 6, mais parfois chez lui, cet excès de générosité, cet excès de flamboyance, il tente des trucs un peu compliqués, ce que ne fait pas Novak. Novak, tout est efficace, efficient, tout est sous-pesé, millimétré. C'est ça aussi qui peut faire que certaines personnes kiffent un peu moins Novak, parce que Novak c'est du millimètre, c'est du cartésien, même si au niveau du QI tennis, de la tactique, on va en reparler d'ici quelques minutes, c'est un génie absolu. C'est un titan, mais c'est dans le moule, c'est toujours vraiment précis, parfait. Y a rien qui dépasse quoi avec Novak, à part son caractère volcanique. Donc ouais, voilà, il y a cet excès de générosité qui, je pense qu'il l'a un petit peu payé sur cette finale. Et surtout, en fait, quand on regarde le match du début à la fin, il a jamais vraiment pris le momentum. Il a toujours été au coude à coude. C'est lui qui sert en premier dans la deuxième manche, mais il n'a pas vraiment réussi à mettre la pression plus que ça dans ce deuxième set. Donc il est resté au coude à coude, il a jamais vraiment dépassé Novak, il n'a pas mis Novak dans une position délicate au niveau mental. Et en fait, une fois que tu te retrouves dans le tie-break, eh bien là t'es dans le monde, t'es dans l'univers de Novak Djokovic. Vraiment, t'es dans la toile d'araignée. Donc tu peux t'en sortir. Ce qui s'est passé lors du deuxième set à la finale de Wimbledon en 2023, tu peux réussir à t'en sortir, certes. Mais je pense qu'il a allé au doigt mouillé, 7 chances sur 10 de remporter ce tie-break à chaque fois parce qu'il sert comme un génie. Au niveau mental, il est clutch comme pas possible. Donc forcément, t'arrives dans le domaine de Novak. Novak qui est un prédateur, c'est beaucoup plus difficile. La question pour Alcaraz maintenant, c'est quel impact va avoir cette défaite. Parce que rappelez-vous, à Cincinnati, ça lui bousille toute sa fin de saison 2023. Il a mis des mois et des mois à se remettre de cette finale. À l'US Open, il fait certes une demi-finale, mais là, sa jauge mentale, sa jauge d'énergie, on sent qu'elle est largement entamée contre Daniil Medvedev. On va parler également de la tactique, c'est important parce qu'au niveau du retour de service, au niveau du contre en coup droit de Novak, il a été battu sur certaines séquences de jeu, des séquences de jeu qu'on pouvait anticiper. On en avait parlé en preview, je vous en avais parlé, je vous avais dit attention à ce contre de coup droit, peut-être encore plus ouvrir l'angle quand tu attaques, quand par exemple Carlos Alcaraz est côté droit du court, ne pas forcément jouer plein fer, plein pot la diagonale, peut-être ouvrir un peu plus l'angle pour empêcher Novak d'accéder à la balle. Bon, c'est facile de le dire évidemment derrière son écran, mais en tout cas un perdant magnifique, néanmoins, nonobstant, c'est important de le souligner, un joueur généreux, puissant, combatif,
une couverture de terrain tentaculaire, des coups magnifiques, un générateur de match frisson, un générateur de hotshots. C'est un joueur merveilleux, Carlos Alcaraz, mais peut-être aussi un petit peu desservi par ce format, je pense, parce qu'il aime bien avoir le temps. Là, il a été un peu pressé parfois, pressé sur les services de Novak, sur les velléités offensives de Novak Djokovic. Ça, c'est un point aussi tactique important. Je pense qu'il préfère encore la temporalité des grands chelems, la temporalité des best of five. C'est un peu mieux pour lui. Il peut comme ça articuler son jeu, mieux comprendre les temps faibles et les temps forts sur ce format. C'est pas un hasard hein, s'il a 4 grands chelems et 5 Masters 1000 entre guillemets simplement, c'est un ratio qui est quand même assez particulier. Alcaraz en tout cas est passé à une toute petite victoire du triplé complètement fou, fabuleux, Roland Garros, Wimbledon, Jeux Olympiques, que Rafael Nadal avait accompli en 2008. Il l'a pas fait, mais il a été battu par un gars qui a compris bien sûr que ce type en face, ce petit Carlitos là, c'était la menace la plus importante pour ses records. Donc Novak avait ce supplément d'âme aussi de vouloir accrocher cette médaille d'or. Mais en tout cas dans le tennis actuel, dans le tennis chez les hommes, il y a Carlos Alcaraz, il y a Novak Djokovic à ce niveau-là, il y a Pique Sinner, et ensuite, il y a le reste du monde. Qui dit match d'anthologie, dit analyse tactique d'anthologie. Je vais essayer de rendre hommage à ce match avec une multitude de palettes tactiques à vous proposer. On a beaucoup de choses à détailler. On va commencer avec cette première séquence, donc balle de break pour Novak Djokovic qui essaye au maximum de mettre la pression sur le +1 de Carlos Alcaraz. Ça on le sait, hein, Carlos Alcaraz c'est un joueur de +1 essentiellement, et là donc on va avoir un Carlitos qui va réussir à tanker cette agression initiale de Novak et d'essayer une amortie complètement disruptive, alors qu'il est dans une position assez complexe. Novak qui commence la partie, pied au plancher, et c'est la même chose pour Carlos Alcaraz. On va avoir une course défensive absolument sidérante ici, et il va renvoyer une énième balle. Ensuite, hop, paf, Djoko match pour Novak Djokovic. Et ce Carlitos, une défense tentaculaire, il te force toujours, encore et encore, à jouer un coup supplémentaire. Premier temps fort dans la partie, nous sommes dans le 4e jeu de ce combat âpre et acharné. 0,40 sur le service de Carlos Alcaraz qui va s'en sortir avec 2+1 extraordinaire, et également un service kické, peut-être plus accessible celui-là pour Novak Djokovic qui va être débordé par le rebond, et Alcaraz qui survit. Novak qui va devoir écarter tout de suite après, 3 balles de break également, match fou, vraiment intense dès le début de cette rencontre, et une qualité de service prodigieuse, beaucoup de variations aussi. Là par exemple, je pense que Carlos Alcaraz qui s'était avancé dans cette position attendait le service sur le revers, et bien Novak va réussir à le surprendre. On parlait de la défense de Carlos Alcaraz il y a quelques instants, mais que dire, regardez-le. Alors là c'est nadalien, hein. C'est même aussi Novak a réussi à faire ça, hein, une défense de fou. Il va réussir à remporter le point alors qu'il est complètement dos au jeu. Le jeune espagnol qui pousse, qui repousse, qui enfonce et qui aspire ensuite à la volée. Novak Djokovic là amorti, Deliciosa déposé subtilement juste derrière le câble. On a sur le court à cet instant 2 QI tennis de zinzin, des shot selection absolument parfaites. Novak dans les cordes, c'est le jeu pivot, je pense, de la partie, le 9e jeu du premier set. C'est un classique, c'est un banger. Ce qui s'est passé, ce qu'on a vu là sur ce match, mais précisément sur ce jeu, je pense que c'est un des meilleurs jeux de la saison, hein, tout simplement. Là, par exemple, service volé de fou. Voilà, il va la mettre un petit peu doucement comme ça pour avoir le temps d'avancer, pour mettre la pression sur Carlos Alcaraz. Faire ça à cet instant, sur une 3e balle de break à 4 partout, en sachant que Carlitos va ensuite potentiellement servir à 5-4, c'est tout simplement lunaire. Un jeu donc de 17 minutes, 5 balles de break sauvées pour le géant serbe, et forcément une immense célébration, un très grand soulagement pour Novak à cet instant. Il sait que c'est ce genre de jeu, quand tu les remportes, tu conserves le momentum et tu laisses la pression à ton adversaire. Juste après, une réaction que j'ai beaucoup appréciée et que je voulais impérativement pointer avec vous, c'est ici. Donc on est sur le tout premier point à 5-4, et ça, Djokovic, il le sait, il faut mettre la pression. Il faut qu'Alcaraz se retrouve à 0,15 pour que ce soit plus difficile, pour que le point ensuite après, il y ait peut-être une petite tension, voilà, il faut essayer de la générer, et là il fait une faute entre guillemets bête, Novak, et il s'en veut, il pousse un énorme hurlement, et ça c'est l'exigence dans un combat de titans. Balle de 7 même pour Novak Djokovic avant le tie-break de la première manche, sauvé d'une manière majestueuse par Carlitos, service au corps, ça c'est un service qu'il maîtrise très bien, et ensuite un petit renvoi là, et on envoie une banane en +1. On arrive dans le tie-break, c'est irrespirable, le niveau de ce set a été incroyable, meilleur set de la saison, et le coup le plus important de Novak Djokovic, et c'est un coup qu'on avait déjà identifié à Roland Garros en 2023, c'est un coup qu'on avait déjà identifié aussi lors du parcours victorieux de Novak à l'Open Australie en 2023, c'est
se contre de coups droits avec cette raquette lestée sur les extérieurs. Il a des petits points sur les extérieurs et donc simplement avec le bras et avec son magnifique timing, il arrive à contrer comme ça, plein fer dans la diagonale. Alcaraz qui va se retrouver impuissant dans cette séquence, et une autre impuissance, ça a été ce retour. Alors si vous le réécoutez attentivement, ce coup, je l'ai réécouté 5-6 fois avant de tourner cette vidéo, c'est un retour qui va atterrir sur la ligne, il le décentre un peu. Le décentre un peu, et c'est tout simplement le matériel moderne qui veut ça, hein. C'est-à-dire que t'es plus obligé de centrer pile poil précisément, c'est pas le sweet spot avec la taille d'une pièce de 2 € comme les raquettes en bois. Non, Novak qui joue avec un matériel, comme tout le monde hein, d'ailleurs, mais il joue avec un matériel haut de gamme de 2024 qui permet ce genre de coup. Djokovic qui va parachever son œuvre dans ce tie-break complètement dingue avec une statistique d'importance pour vous, c'est 18 sur 25 au filet. Il est beaucoup allé au filet, pas simplement avec des amortis de Carlitos, mais on a vu des services volés, on a vu des montées à contre-temps, on a vu des coups droits suivis au filet. Ça a été aussi important, et ça c'est pareil, on l'avait mentionné en preview, c'était impératif que Novak soit le plus offensif possible. Petite pause de 4-5 minutes aux toilettes pour Novak Djokovic, et on se retrouve au début de la deuxième manche, et là moi je me pose la question, je me dis, est-ce que ça va pas un peu queener au niveau mental pour Carlos Alcaraz, qui est au bord du précipice déjà sur ce troisième jeu. Il va réussir à s'en sortir avec un +1 coup droit démoniaque dans le contre-yep. Le jeune espagnol qui va mouiller le maillot dans cette deuxième manche avec une amortie, contre-amortie, contre-contre-amortie complètement folle. Des points fous. Je pense que les highlights de ce match, ça va durer 45 minutes. Les deux joueurs qui sont au coude à coude, on avance dans cette deuxième manche, nous sommes à 4 partout, 41, et on a l'un des points de la partie. On a eu pas mal de points sympas, mais voilà, un énorme rallye qui est fini par Carlos Alcaraz, là, qui attire Novak au filet, qui va mettre d'ailleurs quelques petites secondes à récupérer. On se retrouve dans le tie-break de la deuxième manche, la moiteur est totale, absolue, personne ne respire à cet instant, et Novak va ressortir dès le premier point de ce tie-break, ce fameux contre qui a fait tant de mal à Carlitos. Là, Carlos, il n'est pas placé ici, il est vraiment assez loin, il va se faire cueillir. Un contre. Un deuxième contre en coup droit qui va également faire la différence là sur le service de Carlitos. On est encore dans cette position pour Novak qui le sent bien ce coup, hein, qui l'a vraiment dans la main, qui l'a vraiment dans la raquette sur cette partie. Ça a été une bouée de sauvetage pour Novak Djokovic pour empêcher ensuite Carlitos. Parce que là, si tu mets une petite moonball, tu te fais écraser, hein, forcément. Une émotion à la hauteur de l'exploit pour Novak Djokovic qui est complètement en train de se diviser avec une capture d'écran, la paf, qui est partie un peu dans tous les sens. Émotion totale, il est allé embrasser son clan et il termine le jeu, il complète son Pokédex. Comme toujours, un petit mot de la fin avant de se quitter. Alors, moi j'ai juste un petit regret, c'est que cette finale n'ait pas été en 3-7 gagnants. Je pense que pour l'ampleur du match, c'est un petit peu dommage, mais en même temps, je crois aussi que la densité, la qualité d'un match en 2-7 gagnants, ça peut avoir aussi ses bienfaits. Et là, on l'a vu, on a eu un match extraordinaire du début à la fin. Je pense qu'on aurait eu un match différent. Si c'était disputé en 3-7 gagnants, je commence à bafouiller là, ça va plus du tout. En tout cas, ces Jeux Olympiques, ça a été un immense plaisir à suivre, à couvrir. Je trouve que le format était bien, était superbe, dans la lignée de ces très beaux Jeux Olympiques sur la première semaine. Côté français, on a eu quelques petits trucs sympas quand même. L'équipe de judo, Félix Lebrun, Léon Marchand également. Voilà, on a beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Il n'y a pas que le tennis dans la vie. En tout cas, pour moi, je pense que ces Jeux Olympiques, c'est un marqueur important dans l'histoire du tennis, parce que ça vient conclure une génération, le Big Four tout simplement. Murray qui arrête, Nadal on sait pas trop, mais ça ressemblait quand même au dernier défi de sa carrière. Novak qui termine le jeu sur ses JO. J'ai l'impression que c'est la fin d'un truc en fait. C'est un peu la fin du Big Four. C'est la fin de toute cette époque-là. Même si Novak va continuer à jouer, même si peut-être il remportera un 25e Grand Chelem, mais il y a quelque chose qui s'est fini là. Je sais pas si vous le sentez, mais dans le tennis du 21e siècle, il y aura un avant et un après ces Jeux Olympiques 2024. Ça a été du coup un tournoi symboliquement très fort, très puissant, très important. D'ailleurs, et on a eu un Djokovic-Nadal également, au deuxième tour, ça c'était invraisemblable. Donc on a vécu quelque chose de fantastique. Je l'ai ressenti d'ailleurs dans votre engouement, que ce soit vos commentaires, l'intérêt qui a été généré par les vidéos qui ont été faites sur ce tournoi, limite plus que certains grands chelems, vraiment. Je vous ai senti très intéressé, intrigué par ce tournoi. Là je suis sûr que cette vidéo va être disséquée, on va en discuter dans les commentaires ensuite de ce qui a été dit lors de cette vidéo, votre sensation aussi par rapport à ça, à Novak, à ce géant tout simplement du sport et du tennis. Je vous le dis peut-être pas assez, donc je vais le dire là, mais je suis fier quand même
déjà du chemin parcouru avec cette chaîne, de ce qu'on a réussi à construire au fur et à mesure des années, même si certains ont découvert la chaîne récemment, mais je sais qu'il y en a qui sont là depuis le début. Et voilà, petit à petit, on a réussi à construire quelque chose d'important. La chaîne a une belle audience maintenant, j'en suis très heureux, très fier de ça, avec un respect de tous les joueurs, vous avez compris aussi, parfois un humour... D'ailleurs non, en fait, pas toujours bien compris, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Tu peux pas, en fait, si tu essaies de plaire à tout le monde quand tu fais une chaîne YouTube, tu peux jamais y arriver. Et je l'ai un petit peu tenté parfois, de entre guillemets, normaliser, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien d'essayer d'être soft, le plus normal, entre guillemets, neutre possible. Il y aura toujours des angles, en fait, pour te faire défoncer, donc ça sert à rien. Donc voilà, j'ai décidé d'être moi-même. Je me suis fait très plaisir sur ce tournoi des Jeux Olympiques. On a une finale extraordinaire, extravagante, j'espère que vous l'avez kiffé. On va donc se retrouver demain à 11 h sur Sans Filet le mag, et ensuite il y aura quelques jours de pause, je vais vous laisser kiffer les Jeux Olympiques un petit peu, et ensuite on se retrouvera vers la fin de Toronto pour disséquer ce tournoi, avec quand même du lourd hein, à Toronto. Il n'y aura simplement pas Novak et Carlitos, entre guillemets simplement, mais voilà, on aura de quoi se régaler, donc je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ça a été un kiff, je sais pas trop comment finir cette vidéo. Un petit mot du sponsor, je l'ai noté, mais voilà, bisous. Un grand merci à CyberGhost VPN qui a sponsorisé cette vidéo. N'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description, mon très cher Goth. Tu as une offre de 2,03 € par mois, pas piquer des hannetons, ça te permet de sauter toutes les géolocalisations qui sont pénibles sur internet, alors n'hésite pas à en profiter.